Un homme d'affaires solitaire visite la tombe de sa femme chaque dimanche, portant le poids d'un passé qu'il ne peut pas réparer. Jusqu'à un jour, trois filles mystérieuses se présentent et révèlent quelque chose de dévastateur. Elle était notre maman. Stupéfait, il découvre que la femme qu'il aimait est morte en essayant de lui parler des filles qu'il n'a jamais su exister. Si vous aimez une bonne histoire, appuyez sur s'abonner et laissez un commentaire nous disant d'où vous venez. Nous y voilà. Richard Blackwood se tenait devant la pierre tombale en granit poli, sa haute silhouette projetant une longue ombre à travers les terrains du cimetière manucuré. L'air du matin de Boston portait un soupçon d'automne approchant, mais il remarqua à peine le froid. Chaque dimanche depuis les 3 dernières années, pluie ou beau temps, il avait maintenu ce rituel apportant des lys frais à la tombe d'Élisabeth, se tenant en silence. Contemplation pendant des heures. Le vaste cimetière de Brookside restait silencieux, sauf pour le bruissement occasionnel des feuilles. Richard préférait cela ainsi. Ici, loin des tours de Blackwood Enterprises où il commandait un empire financier, il pouvait laisser tomber le masque du PDG froid et calculateur. Ici, il pouvait être le mari qui n'a jamais dit assez quand cela comptait. « Je ferme la fusion Westridge », murmura-t-il à la pierre. « Celle que tu as toujours dit serait impossible. » Sa voix, normalement confiante dans les salles de conseil, trembla légèrement. Les actions ont bondi de 12 points. Il s'arrêta, écoutant le silence qui lui répondait toujours, se demandant, comme il le faisait chaque dimanche, ce qu'Élisabeth dirait si elle pouvait répondre. Se soucierait-elle des fusions et acquisitions? Ou lui rappellerait-elle, comme elle le faisait souvent pendant leur mariage, que les chiffres sur les feuilles de calcul ne pouvaient pas garder quelqu'un au chaud la nuit? Richard vérifia sa montre, une vieille habitude d'une vie mesurée en incréments facturables de 15 minutes. Il se tenait là depuis 2 heures déjà. Son chauffeur Jenkins attendrait patiemment dans la Bentley noire aux portes du cimetière, ne questionnant jamais ses visites prolongées. Alors qu'il se préparait à partir, un mouvement attira son regard, 3 petites figures s'approchant du sentier est. Les enfants étaient inhabituels dans cette section du cimetière, surtout des non-accompagnés, 3 filles identiques en apparence avec des cheveux roux cuivrés qui attrapaient la lumière du soleil. Les portaient des vêtements dépareillés qui avaient connu des jours meilleurs, mais se déplaçaient avec détermination, leurs yeux fixés sur lui. Richard se trouva figé sur place alors qu'elle s'approchait. Elle semblait d'avoir environ 8 ans, des triplés clairement, avec le même visage en forme de cœur, le même saupoudrage de taches de rousseur sur leur nez. Quelque chose chez elle le frappa comme étrangement familier, bien qu'il fût certain de ne les avoir jamais vus auparavant. « Êtes-vous perdu ?» demanda-t-il, son ton professionnel revenant instinctivement. La file s'arrêta à quelques pieds, celle au centre, distinguable seulement par un ruban bleu pâle retenant ses cheveux, s'avança. Son regard tomba sur la pierre tombale, puis revint sur le visage de Richard avec une intensité qui le rendit mal à l'aise. « Elle était notre mère, dit-elle simplement. » Les mots frappèrent Richard comme un coup physique. Il recula, trébuchant presque sur le petit banc de pierre derrière lui. « C'est impossible, » réussit-il à dire, son esprit parcourant des calculs. Élisabeth était partie depuis 3 ans. Ses enfants semblaient être beaucoup plus âgés que cela. Élisabeth elle n'aurait pas pu. « Nous vous cherchions, » dit la deuxième fille, sa voix légèrement plus dure que celle de sa sœur. « Nous avons trouvé ces lettres. » « Quelles lettres? » La gorge de Richard se sentit soudainement sèche. « Qui êtes-vous? » La troisième fille, qui n'avait pas parlé, atteignit dans un sac à dos usé et en extrait un papier plié. Elle le tendit vers lui sans un mot. Ses yeux, les yeux d'Élisabeth, réalisa-t-il avec un choc, ne quittant jamais son visage. Richard prit le papier avec des doigts tremblants. C'était un certificat de naissance. 3 noms étaient listés. Madison, Mackenzie et Morgan Blackwood. Mère, Elizabeth Blackwood. Père, Richard Blackwood. « C'est une sorte d'erreur, dit-il,
bien que même tandis que les mots quittaient sa bouche, il voyait Elizabeth dans leurs traits, le léger retroussi de leur nez, la forme de leurs yeux. Nous sommes nés à Hope Haven, dit la première fille, Madison selon le certificat. Maman a essayé de vous appeler. Elle a essayé pendant des mois. L'esprit de Richard remonta à la dernière année de la vie d'Elizabeth, quand leur mariage avait commencé à se défaire. Ils s'étaient séparés temporairement, son idée de se concentrer sur l'affaire Westridge, mais avait parlé de réconciliation. Puis vint l'accident. En cette nuit pluvieuse d'avril, et tout changea. « Où avez-vous été tout ce temps ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Partout », dit Mackenzie, la plus défiante. « Foyers d'accueil la plupart du temps. Nous nous sommes enfuis du dernier. Ils allaient nous séparer. » Le monde de Richard basculait sur son axe. « 3 filles. Élisabeth avait été enceinte. Comment n'aurait-il pas pu le savoir? Venez avec moi, dit-il soudainement, prenant une décision. Nous devons arranger cela. Les filles échangèrent des regards. Une communication silencieuse passant entre elles. Comment savons-nous? Nous pouvons vous faire confiance, demanda Mackenzie. Vous m'avez trouvé, répondit Richard. Cela doit signifier quelque chose. 20 minutes plus tard, elles étaient assises dans son manoir de Beacon Hill, les filles perchées inconfortablement sur le bord d'un canapé blanc immaculé qui n'avait jamais accueilli d'enfants auparavant. Richard avait appelé son avocat, Alan Prescott, qui arriva avec une vitesse remarquable étant donné l'heure du dimanche matin. « J'ai besoin que tout soit vérifié, » expliqua Richard, à voix basse tandis qu'il se tenait dans la cuisine, « et j'ai besoin de comprendre comment cela est arrivé. » Alan hocha la tête, son expression grave. « Je mettrai mon meilleur enquêteur dessus immédiatement. Registre de naissance, ADN si nécessaire, le tout. » Quand ils retournèrent au salon, Morgan, la plus silencieuse des trois, examinait une photographie sur la cheminée. Elizabeth le jour de leur mariage, son sourire radieux contre la toile de fond du port de Boston. « Elle a l'air heureuse, là, Morgan, » dit doucement. « Elle l'était, » répondit Richard, se surprenant de l'émotion dans sa voix. « Nous l'étions tous les deux. » Madison prit la parole. « Nous avons ses lettres. Elle vous a écrit chaque semaine après que nous soyons nés. »« Je n'ai jamais reçu de lettres, » dit Richard, la confusion obscurcissant ses traits. « Quelqu'un doit les avoir, » répliqua Mackenzie. « Elle ne mentirait pas à ce sujet. » La tension dans la pièce fut brisée par Jenkins, qui apparut avec un plateau de chocolat chaud et de biscuits. Les filles regardèrent en l'offrande avec méfiance avant que Madison n'atteigne une tasse. « Où restez-vous maintenant? » demanda Richard. « Nulle part, » répondit Mackenzie sans détour. « Nous avons dormi dans l'arrière-salle de la bibliothèque la semaine dernière. Le gardien de nuit nous laisse entrer. » Richard échangea des regards avec Alan. L'avocat hocha légèrement la tête, une confirmation silencieuse que cette situation nécessitait une action immédiate, quelle que soit la vérification. « Vous resterez ici ce soir, » décida Richard, « jusqu'à ce que nous trouvions des solutions. Nous ne resterons pas si nous ne nous sentons pas en sécurité, » déclara Mackenzie, redressant ses épaules. « Une nuit, ensuite nous décidons. » Richard, habitué à dicter des termes plutôt qu'à les négocier, se retrouva à hocher la tête en signe d'accord. Une nuit, assez juste. Ce soir-là, après qu'Alan soit parti avec des promesses d'action rapide, Richard se retrouva debout dans l'encadrement de la porte d'une chambre d'amis, regardant 3 petites filles qui pourraient être ses filles s'installer dans un espace plus grand que tout ce qu'elles avaient probablement connu. Sa gouvernante, Mme Reynolds, s'était empressée de préparer les logements, sa surprise face à la situation évidente dans ses sourcils levés, mais assez professionnelle pour ne pas le questionner directement. « Je ne sais pas comment faire cela, » admit-il à voix haute quand Mme Reynolds le rejoignit dans le couloir. « Personne ne le fait au début, Monsieur Blackwood, » répondit-elle avec une douceur inattendue, surtout pas du jour au lendemain. Tandis que l'obscurité tombait sur le manoir de Beacon Hill, Richard s'assit seul dans son bureau.
le certificat de naissance étalé devant lui, essayant de reconstituer la chronologie des événements. Si ces filles étaient vraiment ses filles, elles auraient été conçues peu avant la séparation. Elizabeth aurait découvert sa grossesse après, pendant qu'ils étaient séparés. Mais pourquoi ne lui aurait-elle pas dit? Et si elle avait essayé, comme les filles le prétendaient, pourquoi n'avait-il pas su? La réponse vint dans un souvenir. Son ancienne assistante exécutive, Vanessa Green, gérant ses appels pendant les négociations Westridge, filtrant tout, protégeant sa concentration avec une efficacité impitoyable. Avait-elle intercepté des messages d'Elizabeth? La pensée lui retourna l'estomac. Dehors, depuis la fenêtre du bureau, l'horizon de Boston scintillait de lumière, la même vue qu'il avait contemplée pendant des années sans vraiment la voir. Maintenant, tout semblait différent. Chaque certitude dans sa vie soigneusement construite avait été bouleversée en un seul jour. Demain, il commencerait à démêler le mystère. Ce soir, 3 petites filles avec les yeux d'Elizabeth dormaient sous son toit, et plus rien ne serait jamais pareil. Richard se réveilla en sursaut, momentanément désorienté par le son de voix étouffée venant d'en bas. Pendant une seconde fugace, il pensa que peut-être la veille avait été un rêve, mais la réalité revint en flèche alors qu'il reconnaissait des tons aigus d'enfants, ses enfants, peut-être. Il s'habilla rapidement, choisissant des vêtements décontractés au lieu de son habituel costume sur mesure, une concession aux circonstances inhabituelles. Quand il descendit le grand escalier, il trouva Madame Reynolds dans la cuisine, l'air à la fois troublé et amusé, alors qu'elle tentait de préparer le petit déjeuner avec 3 aides enthousiastes. « Monsieur Blackwood, » dit-elle avec un soulagement évident quand elle le repéra. Les jeunes dames avaient faim. Madison arrangeait soigneusement des fraises sur des assiettes. Mackenzie mesurait salement la pâte à crêpes, tandis que Morgan s'asseyait tranquillement au comptoir, observant tout avec ses yeux pensifs qui lui rappelaient si douloureusement Elizabeth. « Nous faisons toujours le petit déjeuner ensemble, » expliqua Madison, ne levant pas les yeux de sa tâche. « Dans chaque maison. C'est la seule façon de s'assurer que tout le monde reçoit la même quantité, » ajouta Mackenzie, avec un ton terre-à-terre qui en disait long sur leurs expériences. Richard s'approcha, prudemment, se sentant comme un intrus dans sa propre cuisine. « Puis-je aider? » Les filles échangeaient à nouveau leur communication silencieuse avant que Madison n'acquiesce. « Vous pouvez retourner les crêpes, mais ne les faites pas trop brunir. » Pendant les 30 minutes suivantes, Richard Blackwood, dont l'expertise culinaire s'était auparavant étendue uniquement à commander dans des restaurants 5 étoiles, se retrouva à apprendre à retourner des crêpes sous le regard critique d'une enfant de 8 ans. La domesticité de la chose lui était entièrement étrangère. Pourtant, quelque chose là-dedans lui semblait étrangement juste. Le petit déjeuner fut une affaire hésitante, ponctuée de questions prudentes et de réponses circonspectes. Richard apprit que Madison était la pacificatrice, trouvant toujours un juste milieu. Mackenzie était la protectrice, féroce et méfiante des motivations de chacun. Morgan, bien que la plus silencieuse, remarquait tout. Elle était la gardienne des souvenirs, celle qui se souvenait des adresses, des numéros de téléphone et de la formulation exacte des promesses faites et rompues. La sonnette interrompit leur repas. Alan était arrivé, accompagné d'une femme qu'il présenta comme Diana Reeves, une détective privée spécialisée dans les affaires familiales. « Nous devrions parler en privé, » suggéra Alan, regardant les filles. Madame Reynolds offrit de montrer le jardin au triplé, mais Mackenzie croisa les bras obstinément. « Si c'est à propos de nous, nous voulons l'entendre, » insista-t-elle. Richard considéra les expressions déterminées sur leurs petits visages et prit une autre décision inhabituelle. Elles restent. Elles ont gagné cela. Dans son bureau, Diana étala un rapport préliminaire. « J'ai travaillé toute la nuit, » expliqua-t-elle. « Ce que j'ai trouvé jusqu'à présent confirme leur histoire. Elizabeth Blackwood fut admise au foyer pour femmes Hope Haven le 12 octobre, il y a 3 ans. Elle donna naissance à des triplés le 3 février. L'esprit de Richard tournait. Octobre, juste des semaines après le début de leur séparation.
Les formulaires d'admission indiquent qu'elle a tenté de contacter son mari à plusieurs reprises, mais sans succès. Diana continua. Les filles furent placées en famille d'accueil après elle. Elle jeta un coup d'œil aux enfants et ajusta sa formulation. Après qu'elle fut partie, elles ont été dans 4 foyers différents depuis lors. Pourquoi personne ne m'a contacté? Demanda Richard. Selon les dossiers, des efforts ont été faits, répondit Diana. Mais les informations de contact qu'Elizabeth a fournies n'ont mené nulle part. Il semble que des lettres aient été retournées non ouvertes. Mon bureau, réalisa Richard à voix haute. Elle serait allée à mon bureau pendant les négociations Westridge quand je travaillais sans relâche. Alan hocha la tête sombrement. J'ai déjà demandé l'accès à tous les journaux de courrier et les relevés téléphoniques de cette période. Il y a plus, dit Diana doucement. Elizabeth tentait de vous joindre le jour de l'accident. La conseillère du foyer a confirmé qu'elle allait à votre bureau, déterminée à vous parler directement. L'implication frappa Richard comme un coup physique. Elizabeth était en chemin vers lui quand l'accident est arrivé. S'il avait répondu à ses appels. Morgan glissa de sa chaise et s'approcha du bureau, tirant quelque chose de sa poche, une photographie Polaroid fanée. Elle montrait Elizabeth, sa grossesse évidente, entourée de 3 nouveau-nés dans des couvertures d'hôpital. Elle a gardé cela avec ses lettres, dit Morgan doucement, le plaçant sur le bureau. Richard fixa l'image, incapable de parler. Le visage d'Elizabeth montrait de l'épuisement, mais aussi un amour protecteur féroce, alors qu'elle regardait les petits paquets autour d'elle. « Nous avons besoin de confirmation ADN, dit Alan doucement, à des fins légales. »« Bien sûr, répondit Richard automatiquement. Bien qu'en regardant la photographie puis les 3 visages qui le regardaient, il connaissait déjà la vérité. C'étaient les filles d'Elizabeth et les siennes. Le reste de la matinée passa dans un flou d'appels téléphoniques et d'arrangements. Alan partit pour accélérer les tests ADN et commencer le processus légal pour la garde temporaire. Madame Reynolds emmena les filles faire les magasins pour les nécessités. Elles étaient arrivées avec seulement des sacs à dos contenant quelques objets précieux, les lettres d'Elizabeth, quelques vêtements usés et un seul animal en peluche qu'elle les partageait apparemment. Seul dans son bureau, Richard se permit enfin de confronter l'ampleur de ce qui s'était passé. Il n'avait pas seulement perdu sa femme il y a 3 ans, il avait perdu la chance. De savoir qu'elle portait ses enfants, quelqu'un lui avait délibérément caché cette information. Ses soupçons se concrétisèrent quand Alan appela cet après-midi-là. « J'ai parcouru les journaux de courrier », rapporta son avocat. Chaque lettre de OPHVN fut signée par Vanessa Green, votre assistante exécutive de l'époque. Les relevés téléphoniques montrent 17 appels du numéro d'Elizabeth pendant cette période. Tous furent enregistrés par Mademoiselle Green comme télévendeur ou mauvais numéro. La main de Richard se serra autour du téléphone. « Trouvez-la. » Déjà dessus, Alan l'assura. Elle a quitté Blackwood Enterprises il y a 2 ans. Le dernier emploi connu était chez Riverton Financial à Chicago. Quand Richard raccrocha, il trouva Morgan debout dans l'encadrement de la porte de son bureau, le regardant avec ses yeux perspicaces. « Vous ne saviez pas pour nous, dit-elle. Ce n'était pas une question. »« Non, admet Richard. Si j'avais su. » Il s'interrompit, incertain de comment terminer cette phrase. Aurait-il abandonné l'affaire Westridge, changé ses priorités? Il aimait le penser, mais la vérité était l'homme qu'il avait été 3 ans plus tôt n'aurait peut-être pas fait le bon choix. « Maman a dit que vous travailliez toujours, » continua Morgan, « mais elle a dit que vous construisiez quelque chose d'important. » Richard déglutit difficilement. Rien n'était plus important qu'elle, que vous 3. Je ne le réalisais juste pas alors. Plus tard ce soir-là, quand Madison et Mackenzie s'étaient endormis dans la chambre d'amis, épuisés par la journée émotionnelle, Morgan s'approcha de Richard avec une boîte à chaussures abîmée. « Ce sont ses lettres, » dit-elle simplement. « Vous devriez les lire. » Richard accepta la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des douzaines d'enveloppes, toutes adressées à lui chez Blackwood Enterprises, toutes marquées « Retour à l'expéditeur »,
dans une écriture qu'il reconnaissait maintenant comme celle de Vanessa. Il commença à lire, commençant par la lettre datée la plus ancienne. « Richard, je ne sais pas comment vous dire cela, surtout avec les choses si tendues entre nous. Je suis enceinte. Le docteur dit que ce sont des triplés. J'ai peur, mais aussi en quelque sorte heureuse. Peut-être est-ce une chance pour nous de nous souvenir de ce qui compte. » Lettre après lettre chroniqua le voyage d'Élisabeth, son espoir qu'il réponde, son acceptation graduelle qu'il ne le ferait pas, sa détermination à créer une vie pour leur fille malgré son absence. La dernière lettre datée juste des jours avant l'accident le brisa. « J'ai décidé de venir vous voir en personne. Peut-être face à face vous écouterez. Peut-être voudrez-vous rencontrer vos filles. Elles sont belles, Richard. Elles ont votre entêtement et mes yeux. J'ai la terreur de vous revoir, mais je dois essayer pour elles. » Richard lut jusqu'à l'aube, des larmes coulant librement sur son visage. Quand la première lumière du matin toucha l'horizon de Boston, il se fit une promesse. Il serait le père que ses filles méritaient, pas le mari qu'il avait échoué à être. Les résultats ADN arrivèrent plus vite que prévu, accélérés par les relations d'Alan et la volonté de Richard de payer n'importe quel prix pour la vitesse. La confirmation n'était qu'une formalité. 99% de probabilité de paternité pour les 3 filles. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Madison quand Richard les réunit pour partager la nouvelle. « Maintenant, » dit Richard soigneusement, « j'aimerais que vous restiez avec moi en permanence, si c'est ce que vous voulez. » « Et l'école ?» demanda Morgan pratiquement. « J'ai recherché quelques options, » répondit Richard. « Il y a la Cambridge Academy. Ils ont un excellent programme de soutien pour les enfants qui ont expérimenté. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. Des enfants qui ont besoin de soins supplémentaires. Les yeux de Mackenzie se rétrécirent avec méfiance. « Vous voulez nous envoyer dans une école chic pour nous rendre comme vous? » « Non, » répondit Richard honnêtement. « Je veux vous envoyer dans une école qui peut vous aider à guérir, qui peut vous donner des opportunités. Et si nous n'aimons pas, » défia Mackenzie. Richard considéra cela. « Alors nous trouverons un autre endroit. C'est votre maison maintenant si vous voulez que ce soit. Nous nous débrouillerons ensemble. » Le mot « ensemble » plana dans l'air entre eux, territoire inconnu pour les 4 Blackwood. « Un pas à la fois », suggéra Madison, toujours la médiatrice. Richard hocha la tête, sentant une étrange nouvelle émotion monter en lui. Il lui fallut un instant pour la reconnaître comme l'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis le dernier jour d'Élisabeth. Cette nuit-là, alors qu'il vérifiait les filles avant le coucher, il les trouva blotties ensemble sur un lit bien qu'ayant des chambres séparées préparées. Elles dormaient recroquevillées l'une vers l'autre. Une formation protectrice développée à travers des années d'incertitude. Richard comprit alors que gagner leur confiance prendrait plus que des tests d'ADN et des promesses. Cela prendrait des présents, quelque chose qu'il avait échoué à donner à Élisabeth, quelque chose qu'il était déterminé à donner à leur fille, peu importe ce que cela coûterait. La transition d'homme d'affaires solitaire, père de triplés, transforma le monde méticuleusement ordonné de Richard en beau chaos 2 semaines après l'arrivée des filles. Son manoir de Beacon Hill ressemblait peu à la vitrine immaculée, qu'il avait autrefois été des sacs à dos colorés, encombrait l'entrée des livres scolaires et des fournitures d'art, occupait la table de la salle à manger 3 paires de baskets identiques dans différents états de propreté, bordaient le couloir. Richard navigua ce nouveau paysage avec détermination, sinon grâce. Chaque matin apportait un nouveau défi, apprendre à coiffer les cheveux, Madison patiemment, lui apprenant comment créer des tresses acceptables, médiatisant les disputes sur l'heure du bain et découvrant que les préférences de petit déjeuner établies au premier jour étaient entièrement différentes au 5e jour. Cambridge Academy avait accepté les filles à mi-semestre, offrant un soutien spécialisé et de la compréhension pour leur situation unique. La conseillère scolaire, Dr. Abrams, avait été claire avec Richard. Ces enfants ont expérimenté des traumatismes et des déplacements significatifs.
La stabilité doit être votre priorité. Richard prit ce conseil à cœur, réorganisant son emploi du temps, pour les conduire personnellement à l'école chaque matin. La salle de réunion pouvait attendre. Regarder ses filles entrer dans leur classe ne pouvait pas. Son équipe exécutive n'était pas contente. Marcus Fletcher, le ambitieux COO de Blackwood Enterprises, avait commencé à envoyer des emails de plus en plus urgents à propos de l'absence de Richard aux réunions clés. L'acquisition de Westridge était complète, mais des problèmes d'intégration demandaient de l'attention. Richard se retrouva à répondre avec une brièveté sans précédent. « Gère ça. » En ce matin particulier, les fils finissaient le petit déjeuner quand le téléphone de Richard vibra. Avec le nom de Marcus à nouveau, il le réduisit au silence sans répondre. « Votre travail est-il en colère contre vous? » demanda Morgan, l'observant avec ses yeux perspicaces qui ne manquaient rien. « Ils se débrouilleront, » répondit Richard, l'aidant à emballer le déjeuner dans une nouvelle boîte à lunch imprimée de papillons. « Les lettres de maman disaient que vous ne manquiez jamais le travail, » commenta Madison. « Elle a dit que vous preniez même des appels à Noël. » Richard grimaça à l'exactitude de cette évaluation. J'étais différent alors. Pourquoi? Défia Mackenzie, son ton portant le tranchant qu'il avait toujours quand Elizabeth était mentionnée. Avant que Richard ne puisse formuler une réponse, son téléphone vibra à nouveau. Ian, cette fois, ce qu'il ne pouvait ignorer. « J'ai localisé Vanessa Green », rapporta son avocat sans préambule. « Elle travaille comme assistante exécutive chez Riverton Financial à Chicago. Voulez-vous que je l'approche? » Richard jeta un coup d'œil aux trois visages attentifs qui le regardaient. « Non, je m'en occuperai personnellement. Réservez-moi un vol demain. » Après avoir raccroché, il expliqua aux filles qu'ils devaient faire un bref voyage d'affaires. « Madame Reynolds restera avec vous et je serai de retour le lendemain. »« Vous nous quittez? » La voix de Mackenzie monta avec alarme, sa fourchette claquant contre son assiette. « Juste pour la nuit, » l'assura Richard. « J'ai besoin de parler à quelqu'un d'important. »« Important? Comme le travail? » poussa Mackenzie. « Ou important comme nous? » Richard reconnut la peur sous son hostilité, la peur de l'abandon que toutes trois portaient. « Important pour notre famille, » dit-il soigneusement. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avec les messages de votre mère. » Cela sembla satisfaire Madison et Morgan, mais Mackenzie resta sceptique. « Vous reviendrez vraiment demain? Pas la semaine prochaine? »« Je. »« Promis, » dit Richard, rencontrant son regard fixement. « Je serai à la maison pour le dîner. » Le vol vers Chicago donna à Richard le temps d'examiner les émotions complexes tourbillonnant en lui. La colère face à la trahison de Vanessa mélangée à la culpabilité pour son propre rôle dans la création d'un environnement où une telle trahison était possible. Avait-il été si obsédé par le travail que son assistante croyait le protéger en cachant les tentatives désespérées de sa femme de le joindre? Le bureau de Vanessa chez Riverton Financial occupait le 23e étage d'une tour élégante du centre-ville quand Richard sortit de l'ascenseur. Sa surprise de le voir était évidente. « Monsieur Blackwood » balbutia-t-elle, se levant de son bureau. « Je ne m'attendais pas. Comment m'avez-vous trouvé? »« Nous devons parler, » dit Richard calmement. « En privé, dans une petite salle de conférence. » Salle avec l'horizon de Chicago s'étirant au-delà des fenêtres, Richard plaça un dossier sur la table entre eux. Il contenait des copies des lettres retournées d'Elizabeth et des journaux téléphoniques. « Je sais ce que vous avez fait, » dit-il simplement. Le visage de Vanessa pâlit alors qu'elle jeta un coup d'œil aux preuves. « Je protégeais l'entreprise, l'affaire Westridge. Vous cachiez les tentatives de ma femme, enceinte, de me contacter, » interrompit Richard, sa voix dangereusement calme. « Vous avez intercepté des communications personnelles. Vous m'avez empêché de savoir que j'avais des filles. Vous étiez si proche de conclure la plus grande affaire de l'histoire de l'entreprise, Vanessa, » se défendit-elle, bien que sa voix tremblât. « Elizabeth était toujours émotive, toujours exigeante sur votre temps. Le conseil surveillait chacun de vos mouvements.
Une distraction et des milliards auraient été perdus. Ma femme est partie, dit Richard, les mots brûlants dans sa gorge. Elle est morte en essayant de me joindre, croyant que je l'ignorais. Mes filles ont passé 3 ans en famille d'accueil à cause de décisions que vous avez prises. Le calme de Vanessa se brisa. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je pensais qu'une fois l'accord conclu, vous pourriez arranger les choses avec elle. Je ne savais pas qu'elle était. Elle s'interrompit, incapable de finir. Enceinte de mes enfants? Richard compléta, froidement. Non, vous n'avez pas pris la peine de savoir ce qui était si urgent. Vous avez juste décidé que cela ne pouvait pas être plus important qu'une fusion. Il se leva, rassemblant les documents. Je ne poursuivrai pas d'action en justice, non parce que vous méritez de la miséricorde, mais parce que mes filles ont traversé assez de traumatismes sans un scandale public. Vanessa sembla se recroqueviller sous son regard. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je le suis vraiment. »« Moi aussi, répondit Richard, parce que j'ai créé la culture qui vous a fait penser que vos actions étaient injustifiées, que les affaires devraient passer avant la famille. C'est de ma faute. » De retour dans sa chambre d'hôtel, Richard se retrouva incapable de dormir. La confrontation avec Vanessa avait fourni des réponses, mais aucun soulagement. Dans le silence de la nuit, il sortit son téléphone et appela le manoir. « Tout va bien? » demanda-t-il quand Mme Reynolds répondit. « Les filles vont bien, Monsieur Blackwood, » l'assura-t-elle, bien qu'elle m'ait fait vérifier sous les lits 2 fois pour des monstres avant qu'elle ne veuille s'endormir. « Pouvez-vous mettre le téléphone près d'elles, même si elles sont endormies? » Il y eut une pause, puis le son de mouvement. Quand Mme Reynolds parla à nouveau, sa voix était plus douce. « Elles sont juste ici, monsieur. »« Je voulais juste dire bonne nuit, » dit Richard, se sentant bête mais incapable de s'arrêter. « Même si elles ne peuvent pas m'entendre. » Après avoir raccroché, il s'assit sur le bord du lit, la dernière lettre d'Élisabeth dans ses mains. Il l'avait apportée avec lui comme un rappel de ce que ses priorités devraient être maintenant. Le papier était usé par de multiples lectures, l'écriture terriblement familière. Le matin ne pouvait pas venir assez vite. Richard prit le premier vol de retour vers Boston, arrivant à Cambridge Academy juste au moment où la cloche de renvoi sonna. Les filles le repérèrent des marches de l'école, leurs expressions passant de la surprise au soulagement. « Vous êtes revenu, » dit Mackenzie, alors qu'elle s'approchait, essayant de paraître nonchalante malgré l'émerveillement dans sa voix. « J'ai promis que je le ferais, » répondit Richard simplement. Ce soir-là, pendant le dîner, Richard partagea une version éditée de sa conversation avec Vanessa. « Elle m'a caché les messages de votre mère, » expliqua-t-il. « Je n'ai jamais su qu'Élisabeth essayait de me joindre. »« Pourquoi ferait-elle cela ?» demanda Madison, son jeune visage troublé par la complexité adulte de la situation. « Elle pensait que le travail était plus important que la famille, » répondit Richard honnêtement, « et je lui avais donné des raisons de le croire. » C'était le cas. La question silencieuse de Morgan traversa la pièce. « Plus important pour vous? » Richard posa sa fourchette, donnant à la question la considération qu'elle méritait. Cela l'était alors. Je pensais que le succès signifiait construire quelque chose qui durerait. Je n'avais pas compris que la famille est ce qui dure vraiment. Plus tard cette nuit-là, après les histoires du coucher et les baisers de bonne nuit qui semblaient encore nouveaux et précieux, Richard trouva Mackenzie debout dans l'encadrement de la porte de son bureau, sa petite silhouette se découpant contre la lumière du couloir. « J'ai fait un mauvais rêve, » admit-elle, la vulnérabilité remplaçant sa défiance habituelle. Richard tapota l'espace à côté de lui sur le canapé. « Tu veux m'en parler? » Elle monta, gardant une distance prudente entre eux. « J'ai rêvé que vous n'étiez pas revenu de Chicago, tout comme maman n'est pas revenue ce jour-là. » La peur brute dans sa voix ouvrit quelque chose à l'intérieur de Richard. « Mackenzie, je reviendrai toujours vers toi. Toujours. »« Vous ne pouvez pas promettre cela, » argua-t-elle, pratique même dans sa détresse. « Personne ne peut. »
Vous avez raison, concéda Richard. Mais je peux promettre d'essayer de mon mieux, de vous placer, vous trois, en premier, chaque jour. Mackenzie l'étudia attentivement, cherchant. De l'insincérité. N'en trouvant aucune, elle se rapprocha d'un pouce. Maman chantait quand nous faisions de mauvais rêves. Je ne suis pas très chanteur, admit Richard. C'est bon, dit Mackenzie, le surprenant en s'appuyant contre son côté. Je peux juste rester jusqu'à ce que je m'endorme. Tandis que la respiration de sa fille ralentissait graduellement, à côté de lui. Richard réalisa ce que le docteur Abrams avait voulu dire par stabilité. Il ne s'agissait pas seulement de routines cohérentes ou de rester au même endroit. Il s'agissait d'être présent, vraiment présent dans les moments à la fois significatifs et petits. La semaine suivante apporta le premier vrai test des nouvelles priorités de Richard, la Cambridge Academy, appela à midi Mackenzie, s'était battu avec un autre élève qui avait fait un commentaire sur le fait de ne pas avoir une vraie famille. Richard était au milieu d'une réunion de conseil critique quand l'appel arriva. Sans hésitation, il se leva. « Messieurs, nous devrons continuer cela demain. » La voix incrédule de Marcus Fletcher le suivit. « Richard, les investisseurs de Tokyo attendent notre décision. »« Ils peuvent attendre un jour de plus, » répondit Richard, se dirigeant déjà vers la porte. « Ma fille a besoin de moi maintenant. » Il trouva Mackenzie dans le bureau du directeur, les jointures écorchées, les yeux défiants mais cerclés de larmes. Elle refusa. De verser. « Il a dit que nous n'étions que des cas de charité, » expliqua-t-elle dans la voiture. « Que vous nous avez seulement recueillis parce que vous vous sentiez coupable. » Richard serra le volant, la colère s'enflammant en sa faveur. « Est-ce que ce que tu crois? » Mackenzie regarda par la fenêtre. « Parfois, quand vous avez l'air triste à nous regarder, l'honnêteté stupéfia. Lui, si j'ai l'air triste, ce n'est pas parce que vous êtes là. C'est parce que j'ai déjà manqué tellement de temps avec vous, parce que votre mère n'est pas là pour vous voir grandir. » Ils s'assirent dans la voiture garée, devant leur maison, le moteur silencieux. « Je ne me souviens plus très bien d'elle, » confessa Mackenzie d'une petite voix. « Juste des bribes. »« C'est mal? » »« Non, » l'assura Richard doucement. « Nous nous souviendrons pour vous de toutes les parties importantes. » Soir, Richard annula ses réunions restantes pour la semaine. Au lieu de cela, il réunit les filles dans le salon rarement utilisé et sortit des boîtes de photographie, Elizabeth à travers les années, de petite amie d'université à professionnelle confiante, à épouse aimée. « Racontez-nous tout, » demanda Madison, se recroquevillant à côté de lui sur le sol. Alors Richard le fit, partageant des histoires du rire de leur mère, sa passion pour les documentaires obscurs, son incapacité à cuisiner quoi que ce soit sans déclencher l'alarme à incendie. Avec chaque souvenir, les filles semblaient se détendre, comme si des morceaux d'elles-mêmes leur étaient rendus. Morgan, toujours l'observatrice, remarqua un motif dans les photos. « Vous la regardez toujours, » souligna-t-elle, même quand la caméra est tournée vers vous. Richard ne l'avait pas réalisé lui-même jusqu'à ce moment. Dans chaque image, son regard était fixé sur Elizabeth, même alors qu'elle souriait pour le photographe. « J'ai aimé. » La regarder, admet-il, elle rendait chaque pièce plus lumineuse juste en y étant. « Comme Madison le fait, » dit Morgan pensivement. « Comme vous trois le faites, » corrigea Richard, sentant une vague de fierté qui le surprit par son intensité. Cette nuit-là. Pour la première fois, Mackenzie demanda si elle pouvait dormir dans sa chambre. « Juste pour cette nuit, » insista-t-elle, maintenant son indépendance. Richard fit une paillasse sur le sol à côté de son lit, s'attendant à ce qu'elle la prenne. Au lieu de cela, Mackenzie monta directement sur le lit king-size massif. « Vous pouvez avoir le sol, » l'informa-t-elle, avec une confiance retrouvée. Richard rit, réellement rit, un son que le manoir n'avait pas entendu depuis des années, et prit la paillasse sans se plaindre. Alors qu'il s'endormait, il entendit la petite voix de Mackenzie dans l'obscurité. « Papa ?» Le mot utilisé pour la première fois le prit par surprise. « Oui, je suis contente que vous soyez notre papa, » murmura-t-elle, « même si vous apprenez encore comment.
Moi aussi, Richard, répondit son cœur plein, et j'apprends chaque jour. L'automne de Boston peignit le jardin public en teintes ardentes, alors que Richard et les filles établissaient leur rituel du dimanche, une promenade dans le parc suivie d'un déjeuner au petit restaurant italien qu'Elizabeth avait aimé. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion au cimetière qui avait tout changé, et des routines se formaient lentement, créant le cadre de la vie de famille. Aujourd'hui, cependant, ces routines furent interrompues par un appel téléphonique inattendu d'Alain. Le département des services à l'enfance et à la famille. Je veux évaluer le placement, expliqua son avocat. Procédure standard quand un parent précédemment inconnu prend la garde, mais nous devons être préparés. Richard jeta un coup d'œil aux filles qui nourrissaient des canards au bord de l'étang, leurs têtes de cuivre identiques penchées ensemble en conversation. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-il, gardant sa voix égale malgré la tension soudaine dans sa poitrine. « Ils enverront un travailleur social pour évaluer l'environnement familial, vous interviewer, vous et les filles, revoir vos antécédents. » Allen marqua une pause. Étant donné votre profil élevé et les circonstances inhabituelles, ils sont particulièrement minutieux, signifiant qu'ils ont assigné Judith Parker à l'affaire. Elle est rigoureuse dans ses évaluations. L'évaluatrice arriva le mardi suivant. Une femme au visage sévère avec un presse-papier à la main et du scepticisme dans chaque ligne de son corps. Mademoiselle Parker se déplaça dans le manoir avec des yeux calculateurs, notant les serrures de sécurité récemment ajoutées sur les armoires, le poste de travail pour les devoirs installé dans le coin petit-déjeuner ensoleillé, les photographies d'Elizabeth maintenant affichées en évidence dans toute la maison. « Tout cela est très nouveau pour vous, Monsieur Blackwood, » observa-t-elle alors qu'il s'asseyait dans son bureau. 3 enfants requièrent une attention significative et des ressources émotionnelles. Vos antécédents suggèrent une expérience limitée dans les 2 domaines. Richard égala sa franchise. « J'apprends chaque jour. Apprendre la parentalité avec des enfants traumatisés, c'est comme apprendre à nager dans un ouragan, » répondit Mademoiselle Parker. « Ces filles ont souffert la perte, l'abandon et l'instabilité. Elles ont besoin de plus que de la sécurité financière et de bonnes intentions. »« J'en suis conscient, » dit Richard, maintenant son calme, bien que ses mots touchassent des nerfs. « Elles sont en thérapie. Je suis en thérapie. Nous traversons cela ensemble. » Mademoiselle Parker fit une notation. « Votre entreprise requiert un temps et une énergie considérables. Comment équilibrez-vous ces exigences avec la parentalité? » J'ai délégué la plupart de mes responsabilités quotidiennes. Je travaille principalement de la maison et n'assiste qu'aux réunions essentielles. Et comment cela a-t-il affecté Blackwood Enterprises? La mâchoire de Richard se serra. L'entreprise s'adaptera. Même si cela impacte le résultat net, vos membres du conseil et actionnaires pourraient avoir des préoccupations. Laissez-les faire, répondit Richard, avec un acier soudain dans sa voix. Mes filles passent avant tout maintenant. L'expression de Mademoiselle Parker resta impassible alors qu'elle passait à sa question suivante. J'aimerais parler avec les filles individuellement. Richard l'accepta, bien que l'anxiété tourbillonnât en lui alors que l'assistante sociale disparaissait dans le salon où les triplés lisaient. Que dirait-elle? Se sentirait-elle suffisamment en sécurité pour appeler cela leur foyer? Voulurent-elles rester avec lui? Tandis qu'il attendait, Richard se retrouva attiré par le journal d'Elizabeth que Morgan lui avait présenté quelques jours plus tôt, un autre morceau de leur mère qu'elle avait gardé en sécurité. Il n'avait pas encore eu le courage de le lire, craignant de faire face à l'étendue complète de son échec en tant que mari. Maintenant, il l'ouvrit à une page aléatoire datée peu après leur séparation. Richard a appelé aujourd'hui à propos de l'assurance habitation de toutes les choses, si formel, si distant. Je me demande s'il peut déjà sentir les changements en moi, bien que la grossesse se voie à peine. J'aurais dû lui dire immédiatement, mais quelque chose m'a retenu. La peur peut-être, la peur que même ce miracle ne serait pas suffisant pour faire. Lui me voir vraiment à nouveau. Quand sommes-nous devenus des étrangers qui s'aimaient autrefois?
Richard ferma le journal, une douleur familière se répandant dans sa poitrine. Elizabeth avait douté de sa capacité à prioriser la famille même alors. Lui avait-il donné des raisons, ou était-ce son insécurité qui parlait? La question le hanta alors que Mademoiselle Parker revint, son expression ne révélant rien. « Vos filles sont remarquablement résilientes, nota-t-elle, et protectrices les unes des autres. Elles ont dû l'être, reconnut Richard. Mackenzie a exprimé des préoccupations quant à votre travail reprenant finalement la priorité. Elle a dit, et je cite, « Les adultes choisissent toujours les choses importantes plutôt que les enfants. » Le mot piqua parce que Richard en reconnut la source, ses propres schémas, observés par Elizabeth, et maintenant craints par leur fille. Madison croit que vous essayez. De votre mieux, bien qu'elle craigne que vous ne vous lassiez de toutes les choses d'enfant, continua Mademoiselle Parker. Morgan était moins communicative, mais elle a dit que vous leur lisiez chaque nuit, même quand vous êtes fatigué. Richard sourit légèrement à cela. Lire des histoires du soir était devenu son rituel préféré. Même quand les filles sélectionnaient des livres clairement destinés à des enfants beaucoup plus jeunes, testant s'ils trouveraient la tâche indigne de lui. Je soumettrai mon rapport initial la semaine prochaine, Mademoiselle Parker, conclut-elle. En attendant, je recommande fortement de continuer les séances de thérapie familiale. Ces enfants ont expérimenté une perturbation significative. La stabilité doit être votre priorité. Après son départ, Richard trouva les filles blotties dans la chambre de Madison, attendant clairement sa réaction. « Avons-nous dit les bonnes choses? » demanda Madison anxieusement. « Vous avez dit la vérité, » la rassura Richard. « C'est toujours juste. » Mackenzie le regarda avec méfiance. Elle a demandé si nous voulions rester avec vous pour toujours, si nous nous sentions en sécurité. Richard retint son souffle. « Et qu'avez-vous dit? » « J'ai dit, nous sommes encore en train de décider, » répondit Mackenzie avec sa franchise caractéristique. Madison a dit oui tout de suite parce qu'elle voit toujours le bien chez les gens. Morgan a juste hoché la tête. « Cela semble juste, » reconnut Richard, cachant la blessure que ces mots causaient. « C'est encore nouveau pour nous tous. » Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Richard retourna au journal d'Elizabeth. Il lut entrée après entrée, relatant sa grossesse, ses espoirs pour les filles grandissant en elle, ses tentatives de le joindre, son acceptation graduelle qu'elle pourrait avoir besoin de les élever seule. Un passage le dévasta particulièrement. La conseillère du foyer a demandé aujourd'hui si j'avais de la famille pour aider avec les bébés. J'ai dit non, mes parents sont partis, et Richard a choisi un chemin différent. Je ne le blâme plus. Nous voulions des choses différentes à la fin. Il voulait un empire, je voulais une maison. Les filles lui donnent des coups si forts maintenant. Je leur raconte des histoires sur leur père, les bonnes parties, l'homme dont je suis tombée amoureuse, celui qui m'apportait des fleurs sauvages les mardis ordinaires, qui connaissait toutes les constellations, qui avait tant d'amour à donner avant que l'ambition ne le consume. C'est le père que je veux qu'elle connaisse, même s'il ne les connaît jamais. Richard ferma le journal, la gorge serrée. Elizabeth avait voulu que les filles le trouvaient, même après tout ce qu'elle avait toujours cru qu'il y avait du bon en lui qui valait la peine d'être connu. Le lendemain matin, Richard reçut des nouvelles inattendues. Le conseil avait unanimement approuvé son rôle réduit et la promotion de Marcus Fletcher au poste de PDG. La transition serait annoncée après le Nouvel An, permettant à Richard de se concentrer entièrement sur les prochaines vacances avec ses filles. Il partagea la nouvelle avec les filles pendant le dîner. « Alors, vous n'êtes plus le patron ?» demanda Mackenzie, essayant de comprendre. « Je serai toujours impliqué, mais pas en charge des opérations quotidiennes, » expliqua Richard. « Pensez-y comme être un enseignant qui aide quand nécessaire, au lieu d'être en charge de toute la classe. » Madison hocha la tête pensivement. « Cela signifie que vous serez plus souvent à la maison? »« C'est le plan, » confirma Richard. Morgan, qui avait écouté tranquillement, prit la parole. « Êtes-vous triste à ce sujet? Maman a dit que l'entreprise était votre chose préférée. » La question révéla comment Elizabeth l'avait perçue, et Richard ne put en nier l'exactitude.
Cela l'était une fois, reconnut-il, mais les priorités changent. Les gens changent. À cause de nous? Demanda Madison, faisant écho à une préoccupation qu'elle avait exprimée auparavant. À cause de moi, corrigea Richard doucement, parce que j'apprends ce qui compte vraiment. À l'approche de Noël, les filles se jetèrent dans les préparatifs avec une excitation croissante. Richard se retrouva emporté, étonné de la façon dont leur enthousiasme transformait les obligations en joie. Faire les magasins pour des cadeaux devint une aventure. Cuire des biscuits avec un désordre considérable et des résultats discutables devint une soirée de rire. Même emballer des cadeaux, quelque chose qu'il avait précédemment externalisé, devint un rituel significatif alors qu'il créait des étiquettes et des rubans faits à la main. Le soir de Noël, après la lecture traditionnelle de The Night Before Christmas, avec Madison insistant sur la ligne pas, même une souris étant lue 3 fois pour l'accent, Richard se retrouva seul dans son bureau. La maison était silencieuse, les filles enfin endormies après des heures d'excitation anticipée. Il se versa une petite mesure de whisky et la leva, en un toast silencieux à Élisabeth. « Tu devrais être ici, » murmura-t-il à la pièce vide. « Elles sont si belles, Liz, tellement comme toi. » Les larmes vinrent alors, non pas le chagrin contrôlé et privé qu'il s'était permis à dose mesurée, mais un deuil brut et illimité pour tout ce qui avait été perdu. Pour Élisabeth, qui ne verrait jamais leur fille grandir, pour les filles qui ne connaîtraient leur mère qu'à travers des histoires et des photographies, pour lui-même, qui avait gaspillé un temps précieux sur des choses qui semblaient maintenant sans signification. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir, ne réalisa pas qu'il n'était pas seul avant que de petits bras ne s'enroulent autour de ses épaules par derrière. « C'est bon, papa, » murmura Madison, sa voix épaisse de sommeil. « Maman a dit que les adultes ont besoin de pleurer aussi parfois. » Richard se tourna pour trouver non seulement Madison, mais les 3 filles dans leur pyjama de Noël assortis, le regardant avec des expressions solennelles. « Je suis désolé, » commença-t-il, embarrassé d'être pris dans une telle vulnérabilité. « Ne dites pas désolé, » l'interrompit Mackenzie, avec une douceur surprenante. « C'est ce que dit le Dr. Abrams. Les sentiments ne sont pas des choses pour lesquelles être désolé. » Morgan s'avança, offrant un mouchoir de la boîte sur son bureau. « Elle nous manque aussi, dit-elle simplement. » Quelque chose changea à ce moment. Une barrière entre eux se dissolvant, et Richard permit à ses filles de témoigner de son chagrin plutôt que de les en protéger. Elles grimpèrent sur le canapé à côté de lui, Morgan se blottissant contre son côté tandis que Madison tenait sa main, et Mackenzie maintenait une position proche mais légèrement séparée. « Racontez-nous une histoire de Noël à son sujet, » demanda Madison. « Une que nous ne... » « Pas encore. » Alors Richard le fit. Il leur raconta la passion d'Élisabeth pour le surdécoration, sa tradition de porter des pulls de Noël ridicules, son insistance que le Père Noël avait besoin de biscuits faits maison, pas achetés en magasin. Il partagea le souvenir de leur dernier Noël ensemble, comment elle l'avait surpris avec des billets pour une performance symphonique qu'il avait mentionnée, voulant voir des mois plus tôt, prouvant qu'elle écoutait même quand il pensait qu'elle ne l'était pas. Elle remarquait tout, conclut Richard, chaque détail, chaque souhait inexprimé. Comme Morgan le fait, observa Mackenzie, pas pour la première fois tirant des parallèles entre sa sœur et leur mère. Exactement comme cela, Richard accepta, souriant à sa fille la plus silencieuse. Elles s'endormirent. Là, les 4 Blackwood emmêlés ensemble sur le canapé du bureau, unis à la fois dans la perte et la connexion retrouvée. Le matin de Noël se leva clair et lumineux. La neige fraîche s'étayait sous un ciel d'un bleu éclatant. Après un rapide petit déjeuner, ils s'emmitouflèrent dans des manteaux chauds et firent le voyage au cimetière de Brookside. Richard avait arrangé une visite privée, assurant qu'il ne serait pas dérangé. Les filles s'approchèrent de la tombe d'Elizabeth avec solennité, chacune portant un petit cadeau qu'elles avaient choisi elles-mêmes, Madison avec une carte faite à la main,
Mackenzie avec un ornement de Noël, Morgan avec une photographie d'elle trois avec Richard. « Salut, maman », commença Madison, son souffle visible dans l'air froid. « Nous avons trouvé papa, juste comme tu voulais que nous le fassions. »« Il n'est pas parfait », ajouta Mackenzie, dans ce que Richard reconnut comme un grand éloge de sa part. Mais il essaie vraiment fort. Morgan plaça sa photographie soigneusement contre la pierre tombale. « Nous allons bien, dit-elle doucement. Tu n'as plus à t'inquiéter. » Richard resta en arrière, leur donnant ce moment ensemble jusqu'à ce que Madison lui fasse signe d'avancer. Papa a quelque chose à dire aussi. Mis au pied du mur, Richard s'agenouilla dans la neige à côté de ses filles. « Je prends soin de nos filles, Liz, dit-il, sa voix stable malgré l'émotion derrière elle. J'apprends à être le père qu'elles méritent, le mari que j'aurais dû être. » Ils restèrent à la tombe pendant près d'une heure, les filles alternativement solennelles et animées, alors qu'elles partageaient des histoires sur leur vie avec leur mère. Richard s'émerveilla de leur résilience, leur capacité à éprouver le chagrin sans en être consumé. Alors qu'elles se préparaient à partir, Morgan surprit tout le monde en chantant une douce berceuse, une qu'Élisabeth leur avait apparemment chantée quand elles étaient bébés, préservée dans la mémoire remarquable de Morgan. Sa douce voix portait dans l'air immobile du cimetière un pont entre le passé et le présent. De retour au manoir, la journée se déroula dans un flou de papier d'emballage déchiré, d'exclamations ravies et du chaos contrôlé de la famille. Célébration. Richard avait choisi des cadeaux avec une attention soignée. Pas des étalages extravagants de richesse, des objets réfléchis qui reconnaissaient la personnalité émergente de chaque fil des fournitures d'art pour l'esprit créatif de Madison, un télescope pour l'esprit curieux de Mackenzie. Des livres en première édition pour l'amour des histoires de Morgan. Le plus grand cadeau, cependant, vint après le dîner, quand Richard présenta à chaque fille un médaillon contenant une petite photographie d'Élisabeth pour qu'elle soit toujours avec vous, expliqua-t-il en les aidant avec les fermoirs, peu importe où vous allez. Madison déclara immédiatement qu'elle ne l'enlèverait jamais. Mackenzie examina l'artisanat avec approbation avant de la glisser autour de son cou. Morgan la tint contre son cœur pendant un long moment avant de la mettre, son expression pensive. Plus tard, alors que l'excitation de la journée commençait à s'estomper, Richard trouva Morgan assise seule sur le siège de la fenêtre de sa chambre, regardant la neige tomber. « Tout. OK », demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Elle hocha la tête, ses doigts jouant avec le médaillon. « Je pensais juste à ce qui se passe ensuite. Que voulez-vous dire? » Morgan tourna son regard perspicace vers lui. « Mademoiselle Parker a dit que nous pourrions rester pour forever. » « Est-ce vrai? » « Si c'est ce que vous voulez, » confirma Richard, « son rapport final est dû après le Nouvel An. Et si elle dit non? » La question révéla l'incertitude qui persistait encore sous leur confort croissant l'un avec l'autre. Richard choisit ses mots soigneusement. « Alors nous nous battrons. » Ensemble, je n'abandonnerai pas l'idée que nous soyons une famille, Morgan. Elle considéra cela, puis demanda, « Et quand nous serons plus grandes? Nous voudrez-vous toujours quand nous serons des adolescentes et que nous aurons des ennuis? » Richard sourit à sa prévoyance. Surtout alors, être une famille n'est pas juste pour les parties faciles. Morgan s'appuya légèrement contre lui. La dernière lettre de maman disait qu'elle espérait que vous nous trouveriez un jour. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin de nous autant que nous avions besoin de vous. L'intuition frappa Richard profondément. Élisabeth avait compris, quelque chose qu'il commençait seulement à saisir. Qu'en sauvant ses filles, il se sauvait lui-même aussi. Elle avait raison. Admit-il, j'avais besoin de vous. Je ne le savais juste pas encore. Alors que la soirée s'installait dans un calme paisible, avec les lumières de l'arbre de Noël projetant une lueur chaleureuse à travers le manoir, Richard réfléchit sur le voyage des 4 derniers mois. Les filles avaient apporté le chaos et des complications, oui, mais aussi un but et une présence, et une sorte de joie qu'il avait oublié être possible. Les mots de Mademoiselle Parker résonnaient dans son esprit.
Le travail de deuil est un travail de famille. Peut-être était-ce le cadeau qu'Élisabeth leur avait laissé à tous, la chance de guérir ensemble, de construire quelque chose de nouveau à partir des fragments de ce qui avait été perdu. Dehors, la neige continua de tomber, couvrant Boston d'une toile vierge et propre. Demain apporterait de nouveaux défis, l'école reprendrait, le travail appellerait, les complexités quotidiennes d'élever trois personnalités uniques mettraient à l'épreuve sa patience et sa résolution. Mais ce soir, en ce moment de parfaite immobilité, Richard Blackwood savait avec certitude qu'il était exactement là où il devait être. Le printemps arriva à Boston avec une réticence typique de la Nouvelle-Angleterre, un soleil hésitant suivi de chutes de neige soudaines, puis une chaleur hors saison qui fit sortir les crocus des jardins du manoir avant que le gel ne revienne pour défier leur optimisme. À l'intérieur de la maison Blackwood, un schéma similaire de progrès et de revers marqua le voyage de la famille vers la permanence. Janvier avait apporté la recommandation finale de Mademoiselle Parker, la garde permanente pour Richard R., avec un suivi continu pendant 6 mois supplémentaires. La nouvelle avait été célébrée avec de la glace pour le dîner, une suggestion de Madison que Richard aurait rejetée comme absurde 1 an plus tôt, mais maintenant adoptée comme une réponse joyeuse appropriée. Février vit l'annonce officielle de la transition de Richard au poste de président, tandis que Marcus Fletcher assumait le rôle de PDG. La presse économique spécula sans fin sur les raisons du changement, mais Richard maintint sa vie privée, offrant seulement que des priorités personnelles avaient guidé sa décision. Mars apporta les réunions parents-professeurs à Cambridge Academy, où Richard apprit que Morgan lisait 3 niveaux au-dessus de ses pairs. Mackenzie montra une aptitude remarquable pour la science, mais luttait avec les figures d'autorité. Et Madison avait un don pour rassembler les autres enfants, mais négligeait souvent ses propres besoins pour maintenir la paix. Elles prospèrent académiquement. Leur professeur principal, Mademoiselle Winters, l'assura, mais plus important encore, elles commencent à croire que la stabilité est possible, ce qui est un progrès significatif pour des enfants qui ont expérimenté tant de perturbations. Maintenant, alors qu'avril se levait, Richard se retrouva à préparer une autre étape importante, le 9e anniversaire des filles. Leur date de naissance réelle était passée tranquillement l'année précédente, car elles étaient entre des placements en famille d'accueil. Ce serait leur première vraie célébration, et Richard était déterminé à la rendre mémorable sans les submerger. Rien d'extravagant, se rappela-t-il en revoyant les plans avec Mme Reynolds. Significatif, pas excessif. Son assistante chez Blackwood Enterprises, Sarah Chen, avait aidé à organiser un petit rassemblement au Boston Children's Museum, privatisé pour la soirée afin d'éviter l'attention indésirable. La liste des invités incluait quelques camarades de classe soigneusement sélectionnés, le Dr. Abrams du bureau de conseil scolaire, Ellen et sa femme, et même Mademoiselle Parker, dont l'extérieur sévère s'était adouci progressivement avec chaque visite de suivi. Les préparatifs étaient presque terminés quand Richard reçut un appel inattendu de Diana Reeves, l'investigatrice, qui avait initialement confirmé l'identité des filles. « J'ai parcouru du matériel archivé de Hope Haven », expliqua-t-elle. Ils déménagent dans une nouvelle installation et ont trouvé des dossiers supplémentaires du séjour d'Élisabeth. Il y a quelques objets que je pense que vous et les filles devriez avoir. Richard arrangea de la rencontrer cet après-midi-là, conduisant à son bureau du centre-ville pendant que les filles étaient à leur session hebdomadaire de thérapie artistique. Diana le salua avec une chaleur professionnelle, désignant une boîte en carton sur son bureau. Le foyer garde les effets personnels des anciens résidents pendant un minimum de 5 ans, expliqua-t-elle. Les affaires d'Élisabeth étaient cataloguées mais jamais réclamées. Quand j'ai mentionné ma connexion à l'affaire pendant leur processus d'inventaire, le directeur a demandé si je pouvais faciliter leur retour à sa famille. Richard s'approcha de la boîte avec prudence, comme si elle pouvait contenir quelque chose de volatile. À bien des égards, c'était le cas, des morceaux tangibles des derniers mois d'Élisabeth, préservés exactement comme elle les avait laissés.
Diana sortit pour lui donner de l'intimité alors qu'il soulevait soigneusement le couvercle. À l'intérieur gisaient des objets à la fois mondains et précieux, un roman de poche usé avec un marque-page toujours en place, un cardigan bleu qu'il se souvenait d'avoir acheté pour son anniversaire des années plus tôt, une petite collection de coquillages ramassés lors de leur lune de miel, plage dans le Maine, une recette manuscrite de pain d'épices qui avait été celle de sa grand-mère. Sous ceux-ci, il trouva une enveloppe craft étiquetée pour les filles un jour. Avec des mains tremblantes, Richard l'ouvrit pour découvrir 3 bracelets en argent identiques, chacun gravé d'un des noms des filles, et un seul mot, bien-aimé. Une note les accompagnait dans l'écriture fluide d'Élisabeth. Pour mes filles à leur 16e anniversaire, que ceux-ci vous rappellent que vous avez été désirées, chéries et aimées dès votre premier battement de cœur. Quel que soit le chemin que vos vies prendront, sachez que vous portez mon cœur avec vous. Toujours, madame. Richard ferma les yeux, le poète de l'amour d'Élisabeth pour leur fille et l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu le submergeant à nouveau. Elle avait planifié leur futur même incertaine des siens, créant des repères de connexion qu'elle chérirait un jour. Plus profondément dans la boîte, il découvrit quelque chose d'inattendu, une enveloppe scellée adressée à lui. Pendant un instant, il ne put se résoudre à l'ouvrir, craignant les derniers mots qu'Élisabeth aurait pu écrire au mari qui l'avait si complètement déçu. Finalement, avec Diana toujours respectueusement absente, il rompit le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. Richard, si vous lisez ceci, cela signifie que nos filles vous ont trouvé, comme je leur ai appris à le faire à travers des histoires et des photographies. Cela signifie que je ne suis plus là pour arbitrer cette rencontre, pour expliquer les complexités de qui nous étions ensemble et séparément. Je ne sais pas quel homme vous serez quand elles vous trouveront. J'espère qu'il est quelqu'un qui peut voir au-delà des feuilles de calcul et des acquisitions, qui peut reconnaître le miracle que ces filles représentent. Elles sont le meilleur de nous deux. Votre détermination, mon empathie, votre intelligence, ma créativité. Elles méritent d'un père qui chérira ses qualités, ne tentera pas de les remodeler en quelque chose de plus conventionnellement réussi. Je n'ai jamais cessé d'aimer l'homme que j'ai épousé, bien que j'ai souvent lutté pour le trouver sous l'ambition qui le consumait. Peut-être nos filles réussiront-elles là où j'ai échoué. Peut-être vous rappelleront-elles ce qui compte vraiment. Je ne suis plus sans colère. Je comprends maintenant que nous voulions simplement des choses différentes. Vous vouliez construire un empire. Je voulais construire une famille. À la fin, j'ai eu mon souhait en ces 3 filles remarquables. J'espère qu'un jour vous reconnaîtrez qu'elles valent plus que n'importe quelle entreprise. Évaluation ou part de marché. Prenez soin de nos filles, Richard. Et peut-être qu'en le faisant, vous pourriez redécouvrir l'homme dont je suis tombée amoureuse, celui qui remarquait les constellations et m'apportait des fleurs sauvages et les mardis ordinaires. Avec espoir pour l'avenir, Élisabeth. Richard plia la lettre soigneusement, la glissant dans la poche de sa veste près de son cœur. Le dernier message d'Élisabeth ne contenait aucune amertume, aucune récrimination, seulement l'espoir qu'il puisse devenir le père que leur fille méritait, qu'il puisse retrouver le chemin de l'homme qu'il avait été autrefois. Elle croyait encore en moi, murmura-t-il à la pièce vide, même à la fin. Quand il récupéra les filles de la thérapie plus tard cet après-midi-là, Richard se retrouva à les étudier avec une perspective renouvelée, voyant plus clairement le mélange de lui-même et d'Élisabeth, qui avait créé 3 individus entièrement uniques. L'observation pensive de Morgan, l'empathie intuitive de Madison, la détermination féroce de Mackenzie, chacune portait des parties des 2 parents, mais était entièrement elle-même. « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» demanda Mackenzie immédiatement, repérant le conteneur en carton sur le siège avant. « Des choses qui appartiennent à votre mère, » répondit Richard honnêtement. « Des choses spéciales qu'elle a laissées pour vous. » Ce soir-là, elles se réunirent dans le salon, tandis que Richard déballait soigneusement les possessions d'Élisabeth. Les filles manipulèrent chaque objet avec une curiosité respectueuse, examinant les pages usées de son roman,
tenant le cardigan bleu à leur visage pour voir si une trace de son parfum restait, arrangeant les coquillages en motif sur la table basse. Richard avait décidé de garder les bracelets pour leur anniversaire réel, respectant le souhait d'Élisabeth qu'elle les reçoive quand elle serait plus âgée, mais choisissant 9 plutôt que 16 comme étape. La lettre, cependant, il la garda privée, une communication entre mari et femme qui appartenait à leur histoire seule. Elle collectionnait des coquillages de partout où elle allait, dit Morgan, étudiant la spirale délicate d'un boussin. Elle nous a dit qu'il y avait une boîte entière d'œufs de tous ses voyages. Ceux-ci viennent de notre lune de miel, expliqua Richard. Nous avons passé une semaine sur la côte principale dans un petit chalet juste sur l'eau. Elle se levait au lever du soleil chaque matin pour chercher de nouveaux trésors tandis que la marée était épaisse. Vous cherchiez aussi des coquillages? Demanda Madison. Richard sourit au souvenir. Je le faisais, mais j'étais terrible à cela, ramassant toujours des morceaux cassés pendant qu'elle trouvait des spécimens parfaits. Elle a dit que j'étais trop concentré sur la vue d'ensemble pour remarquer les petits trésors juste à mes pieds. La métaphore ne lui échappa pas maintenant, bien qu'elle l'eût été alors. Pouvons-nous y aller un jour? Demanda Morgan. À la plage où vous avez trouvé ceux-ci? Bien sûr, promit Richard, peut-être cet été. Tandis que les filles retournaient soigneusement les coquillages dans leur boîte, Richard remarqua Mackenzie en retrait, inhabituellement silencieuse. Plus tard, après que Madison et Morgan soient montés se préparer pour le lit, il trouva Mackenzie assise seule sur le porche arrière, regardant le jardin où les bulbes de printemps commençaient juste à émerger. « Tout va bien? » demanda-t-il, s'installant à côté d'elle sur la marche. Elle haussa les épaules, tirant sur un fil de son jean. Voir les affaires de maman la rend à nouveau réelle. Parfois, j'oublie comment elle était. C'est naturel, l'assura Richard. Vous étiez très jeune. Pensez-vous qu'elle serait en colère que nous soyons heureux maintenant? Sans elle, la question révéla la culpabilité complexe qui accompagne souvent le chagrin, le sentiment que d'aller de l'avant trahit en quelque sorte la personne perdue. Richard choisit ses mots soigneusement. Votre mère ne voulait rien de plus que votre bonheur. La dernière chose qu'elle m'a écrite était son espoir que nous nous trouverions tous, que nous deviendrions une famille. Mackenzie considéra. Ceci, alors elle serait d'accord que nous appelions cela notre foyer, que nous vous appelions papa? Elle serait plus que d'accord, répondit Richard, la gorge serrée par l'émotion. Elle serait ravie. Mackenzie s'appuya légèrement contre lui, un geste de confiance qui avait été rare mais devenait plus fréquent. J'étais en colère contre vous pendant un long temps. Ne pas vous trouver plus tôt. C'est compréhensible, Richard reconnut. Je ne suis plus en colère, continua-t-elle. Les lettres de maman disaient que vous ne saviez pas pour nous, que vous auriez pu faire des choix différents si vous aviez su. Je l'aurais fait, Richard confirma, la certitude absolue. Tout aurait été différent. Mackenzie hocha la tête, apparemment satisfaite. Alors nous sommes bien. La simplicité de son pardon, durement gagné et honnête, le toucha profondément. Les jours précédant la célébration de l'anniversaire passèrent dans un tourbillon de préparation et d'anticipation. Richard se retrouva à apprécier le processus de planification presque autant que les filles appréciaient la perspective de leur première vraie fête. Même Mackenzie, typiquement méfiante des étalages excessifs, ne put cacher son excitation quand Richard confirma que la partie planétarium du musée ferait partie de leur événement privé. Maman disait toujours que nous étions nés sous une étoile chanceuse, expliqua-t-elle, quand Richard exprima sa surprise devant son enthousiasme pour l'astronomie. Je veux voir si je peux la trouver. Le matin de leur anniversaire, Richard se réveilla tôt pour préparer un petit déjeuner spécial, des crêpes aux pépites de chocolat formées, un peu maladroitement, comme le chiffre 9, des fraises fraîches et du chocolat chaud avec de la crème fouettée supplémentaire. Alors qu'il arrangeait tout, sur un plateau, Madame Reynolds apparut dans l'embrasure de la cuisine. Déjà réveillée, elle l'informa avec un sourire, chuchotant et riant dans la chambre de Madison depuis la dernière demi-heure.
Richard trouva les trois filles blotties sur le lit de Madison, toujours en pyjama, regardant l'album photo qu'elles avaient créé ensemble. Une histoire chronologique de leur vie courte mais mouvementée avec les photos de grossesse d'Elizabeth au début et des instantanés de famille récents remplissant les pages suivantes. Joyeux anniversaire, annonça-t-il depuis l'embrasure, équilibrant le plateau du petit déjeuner. Leur joie devant le geste simple, des crêpes pour le petit déjeuner, une tradition dans de nombreuses familles mais une nouveauté dans la leur, renforça ce que Richard avait appris au cours des derniers mois. Que la présence comptait plus que l'extravagance, que la prévenance l'emportait sur la dépense. Après le petit déjeuner, il leur présenta leur premier cadeau, 3 petites boîtes enveloppées de papier argenté. À l'intérieur de chacune se trouvait un des bracelets d'Elizabeth, les noms gravés attrapant la lumière du matin. « Votre mère vous a acheté ceux-ci, expliqua-t-il, sa voix lourde d'émotion. Elle voulait que vous les ayez quand vous seriez plus grande, mais j'ai pensé qu'aujourd'hui était le moment parfait. » Les filles examinèrent les délicates bandes d'argent avec émerveillement, passant leurs doigts sur leurs noms gravés et le mot bien-aimé qui accompagnait chacun. « Elle savait que nous serions ensemble un jour, dit Madison doucement. Tous. Richard aida chaque fille à attacher son bracelet, notant comment l'argent semblait capturer l'essence d'Elizabeth d'une certaine manière, élégant mais substantiel, beau mais significatif. La célébration au musée ce soir-là fut tout ce que Richard avait. Espérée, joyeuse sans être accablante, spéciale sans être ostentatoire. Les filles se déplacèrent à travers les expositions avec leurs amis, alternant entre exubérance enfantine et moments de maturité surprenante alors qu'elles recevaient leurs invités. Dans le planétarium, alors que les étoiles tourbillonnaient au-dessus dans une projection magnifique, Richard se retrouva assis entre Morgan et Mackenzie, avec Madison étendue sur tous leurs genoux dans un contentement complet. « Cherchez-vous votre étoile porte-bonheur » murmura-t-il à Mackenzie, tandis que le narrateur identifiait. « Des constellations. » Elle hocha la tête, son visage illuminé par la lumière artificielle des étoiles. « Maman a dit que c'était dans Cassiopée. C'est pourquoi nos deuxièmes prénoms commencent tous par C. » Richard n'avait pas fait cette connexion auparavant. Madison Claire, Mackenzie Catherine et Morgan Celeste, Elizabeth avait tissé l'astronomie dans leurs identités mêmes. Là, Morgan pointa soudainement, alors que la forme endévie distinctive de Cassiopée apparut au-dessus. « C'est d'où nous venons. » La simple déclaration contenait un univers de sens, la reconnaissance de leur origine, leur connexion à Elizabeth, leur place dans une histoire continue. Richard sentit le poids et l'émerveillement de cela alors qu'ils étaient assis ensemble. Sous le ciel artificiel, une constellation familiale se formant contre toute attente. Plus tard, après que la fête fut terminée et qu'ils soient rentrés agréablement épuisés, Richard borda chaque fille dans son propre lit, un rituel qui avait évolué d'une nécessité maladroite à une routine chérie au fil des mois. « As-tu passé un bon anniversaire ?» demanda-t-il à Morgan, la dernière à être bordée. Elle hocha la tête, ses yeux déjà lourds, avec « Dormez, le meilleur ». Même si Richard s'arrêta, mais Morgan comprit la question inachevée. « Maman était là, dit-elle, avec la simple certitude de l'enfance. Dans nos bracelets, dans les étoiles, en nous. » La sagesse dans ces mots frappa Richard profondément. Elizabeth était en effet présente dans chaque aspect de leur fille, dans le rire contagieux de Madison, dans l'esprit déterminé de Mackenzie, le regard perspicace de Morgan. En les aimant, il l'honorait aussi. Le lendemain matin apporta la dernière pièce de leur voyage vers la permanence, la date d'audience pour l'adoption légale. Bien que Richard fût déjà leur père biologique, l'adoption formelle effacerait les années de placement en famille d'accueil de leur statut légal, cimentant leur place en tant que ses héritières reconnues.
Et plus important encore, sa famille, la salle d'audience était plus petite que Richard ne l'avait prévu, les procédures moins formelles, mais en quelque sorte plus significatives par leur simplicité. La juge Eleanor Winters, une vétérane du tribunal de la famille avec des yeux bienveillants et une manière sans fioriture, examina leur dossier minutieusement avant de s'adresser directement aux filles. « Je comprends que cela a été un sacré voyage pour vous trois, dit-elle, mettant de côté. Ces papiers pour se concentrer entièrement sur les triplés. Trouver votre père, construire une nouvelle maison. Comment vous sentez-vous à l'idée de rendre cela permanent? » Madison. Naturellement, la porte-parole répondit en premier. « Nous appartenons ensemble. Nous l'avons toujours fait. » Mackenzie hocha la tête en « Accord. Il n'est pas parfait, mais il est à nous. » Morgan, typiquement la plus silencieuse, surprit tout le monde en ajoutant « Et nous sommes les siens. C'est ce que signifie la famille. » La juge Winters sourit, clairement émue par leur simple éloquence. « Monsieur Blackwood, élever 3 enfants, surtout 3 qui ont expérimenté des bouleversements significatifs, n'est pas une mince affaire. Êtes-vous préparé aux défis à venir? » Richard regarda ses filles, 3 pères d'yeux si semblables à ceux d'Élisabeth le regardant avec une confiance durement gagnée et qui serait toujours précieuse. « Elles m'ont appris plus sur le courage et la résilience en ces mois que je n'en ai appris en 40 ans d'affaires, » répondit-il honnêtement. « Je ne peux plus imaginer ma vie sans elles maintenant. » La juge hocha la tête, satisfaite. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le Commonwealth du Massachusetts, je confirme l'adoption de Madison Claire Mackenzie Catherine et Morgan Celeste Blackwood. Félicitations, famille. » La formalité de la prononciation démentait le profond changement qu'elle représentait. La reconnaissance légale d'un lien qui s'était formé depuis cette première rencontre au cimetière près d'1 an auparavant. Dehors, debout sous le soleil d'avril, Richard s'agenouilla à la hauteur des filles. « Que voudriez-vous faire pour célébrer? » Elles échangèrent leur communication silencieuse de triplés avant que Madison ne réponde. « Pouvons-nous aller à la plage, celle où vous et maman avez trouvé les coquillages? Il ne fait pas assez chaud pour nager, » prévint Richard. « Nous n'avons pas besoin de nager, » expliqua Morgan. « Nous voulons juste le voir pour collecter nos propres coquillages. » Le trajet vers le Maine prit un peu plus de 2 heures, les filles alternant entre bavardage excité et silence confortable, alors que la ville cédait la place à la campagne et finalement à la côte. Le petit cottage où Richard et Elizabeth avaient passé leur lune de miel était maintenant une location de vacances, fermée hors saison mais visible depuis le point d'accès public à la plage. « C'est là que nous avons séjourné. » Richard montra du doigt alors qu'ils descendaient vers le rivage. « Votre mère avait l'habitude de s'asseoir sur ce porche chaque soir pour regarder le coucher de soleil. » La plage était déserte, l'air d'avril portant encore le froid de l'hiver malgré le soleil éclatant. Les filles ne semblèrent pas s'en soucier, s'étalant immédiatement pour commencer leur chasse aux coquillages avec la concentration sérieuse de collectionneurs. Richard les regarda se déplacer le long de la ligne de marée, Madison méthodique dans son schéma de recherche, Mackenzie escaladant des rochers pour atteindre des zones moins accessibles, Morgan examinant chaque trouvaille, avec une délibération attentive avant de la garder ou de la jeter. 3 approches distinctes, 3 personnalités uniques, liées par des fils invisibles d'histoire partagée et d'ADN. Ces fils, les filles d'Élisabeth, les leurs. Il se pencha pour ramasser une petite coquille Saint-Jacques parfaite, se souvenant comment Élisabeth lui avait appris à regarder de plus près les offrandes de la plage. « Les brisées ont leur propre beauté, » avait-elle insisté. « Vous devez juste être prêt à la voir. » Il n'avait pas compris alors, il le faisait maintenant. Morgan s'approcha, sa collection soigneusement creusée dans les 2 mains. « Regardez ce que j'ai trouvé, » dit-elle, ouvrant. Ses paumes pour révéler non des coquillages, mais 3 morceaux lisses de verre de mer, un bleu, un vert, un ambre. « Un pour chacune de nous, » observa Richard. Morgan hocha la tête. « Ils sont de couleurs différentes, mais ils ont tous été faits par le même océan. »
La métaphore ne fut pas perdue pour Richard, différente, mais fondamentalement connectée, comme les trois filles qui partageaient un anniversaire et une histoire, mais se développaient en individus distincts. Elles restèrent jusqu'au coucher du soleil, construisant un petit feu de bois flotté sur la plage pour éloigner le froid du soir. Tandis que le ciel se peignait de spectaculaires nuances de rose et d'or, Richard se retrouva à penser à Élisabeth, son rire sur ce même rivage, son délice des plaisirs simples, sa capacité à la joie qu'il avait oubliée dans sa poursuite du succès, mais qu'il redécouvrait à travers leur fille. Pensez-vous qu'elle sait que nous sommes ici? Demanda Madison soudainement, comme si elle lisait ses pensées. Je le pense, Richard répondit sans hésitation. Je pense qu'elle sait tout ce qui est important sur vos vies. Même si elle n'est pas vraiment d'ici, insista Mackenzie, sa nature pratique cherchant des réponses concrètes à des questions abstraites. Richard considéra cela soigneusement. Elle est ici de la manière la plus importante, dans nos souvenirs, dans l'amour que nous partageons, en chacune de vous. Morgan, qui avait regardé l'horizon avec intention, pointa du doigt alors que la première étoile apparaissait dans le bleu qui s'approfondissait. Là, dit-elle doucement, notre étoile porte bonheur. Que ce soit réellement dans Cassiopée ou non semblait sans importance alors qu'ils étaient assis ensemble sur le sable qui se refroidissait, une famille liée non seulement par la loi ou la biologie, mais par le choix quotidien d'aimer, de pardonner, de recommencer. Plus tard, en conduisant de retour à Boston avec trois filles endormies sur la banquette arrière, leurs genoux pleins de trésors de la plage, Richard réfléchit sur le voyage extraordinaire de la dernière année, d'homme d'affaires solitaire à père de triplés, d'une vie mesurée en acquisition à une mesurée en moments, du vide à la plénitude. La dernière lettre d'Élisabeth resta près de son cœur, son espoir qu'il puisse redécouvrir l'homme qu'il avait été avant que l'ambition ne le consume. En regardant dans le rétroviseur ses filles endormies, Richard réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de mieux, non l'homme qu'il avait été, mais le père qu'il devenait, non la vie qu'il avait planifiée, mais celle qui lui avait été donnée. Alors que l'horizon de Boston apparaissait au loin, ses lumières scintillantes contre le ciel nocturne comme des étoiles terrestres, Richard fit une promesse silencieuse à Élisabeth, à ses filles, à lui-même, de rester présent à chaque instant, de prioriser l'amour sur la réussite, de construire une famille plus forte que n'importe quel empire. Le manoir sur Beacon Hill les attendait, non plus une vitrine de succès, mais un foyer rempli de preuves d'une vie pleinement vécue. Dessin sur le réfrigérateur, vélo dans le couloir, rire dans des pièces qui n'avaient connu que le silence. Richard porta chaque fille endormie à son lit, prenant soin de ne pas les réveiller. Tandis qu'il bordait la couverture,